Le mercredi 6 janvier, à partir de 18h, retrouvez votre rendez-vous, le club Info et Santé, en compagnie d'Edwige, de Ludovic et du docteur Vauduit. Nous évoquerons avec Hélène Ducatez, diététicienne à Noyon, le thème de l'alimentation saine pour une santé saine. Vous pourrez intervenir à l'antenne et poser vos questions au 03 44 75 3000. Alors n'oubliez pas, votre rendez-vous Club Info et Santé, c'est mercredi 6 janvier à partir de 18h et c'est sur Radio Puisalène. Écoutez Radio Puisalène. Eh ben, on démarre quasiment pile à l'heure, 18h02 sur l'antenne de Radio Puisalène. On va retrouver tout de suite Edwige, Ludovic, le docteur Vauduit et Madame Ducatez qui sont présentes dans les studios pour le rendez-vous Club Info et Santé. Bonsoir à tous. Il dit tout, il dit tout. Bonsoir. On n'a même plus besoin de se présenter. Merci Nicolas, bien sûr, pour cette transition. Alors oui, ce soir, info Club et Santé, surtout la santé, avec le docteur Vauduit et mademoiselle Hélène Ducatez, qui est bien sûr diététicienne, l'alimentation saine pour une santé saine. Alors, on va déjà dire bonsoir docteur Vauduit. Bonsoir Edwige. Ça va? Vous avez passé une bonne... Ça va bien. Ça va. Oui. Meilleurs vœux, hein. Meilleurs vœux. Mademoiselle Hélène Ducatez. Bonsoir. Bonsoir. Meilleurs vœux. Également, merci. Oui. Et Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir à vous deux et puis une bonne année également. Bonne année. Ludovic, bien sûr, qui nous accompagne comme chaque mercredi de chaque mois, bien sûr, pour des questions, des réponses. Nous, on va vous interviewer. Alors, en ce qui concerne, bien sûr, votre métier, votre profession, ce que vous faites. Vous allez vous présenter, bien sûr. Oui. Donc, je suis mademoiselle Ducatez Hélène, diététicienne sur Noyon depuis maintenant 6 ans, où donc je reçois des personnes qui sont généralement en surpoids. Il y a également des personnes qui viennent pour une prise de poids ou encore d'autres problèmes de santé. En parallèle du cabinet, j'effectue également des interventions en établissement scolaire. Comme là, en ce moment, je vais au collège de Guiscard. C'est à la demande donc des infirmières des établissements scolaires la plupart du temps. Vous vous déplacez donc? Je me déplace, oui, effectivement. Uniquement dans les écoles ou alors vous vous déplacez chez les gens? Non. Alors c'est principalement dans les établissements scolaires, collège, lycée, mais également à la demande par rapport aux consultations si des personnes sont handicapées, alitées si besoin, et je fais également des consultations à domicile. D'accord. Donc là, on va commencer à poser la première question. Manger une alimentation saine, ça veut dire quoi pour vous? Alors une alimentation saine, c'est déjà réussir à manger vraiment de chaque catégorie d'aliments. Après, tout est une question de quantité et de fréquence. Par exemple, là justement, avec les fêtes de fin d'année, on a eu le droit à beaucoup de chocolat. Le chocolat, ce n'est pas interdit, c'est vraiment juste à limiter en quantité. Dans le quotidien, c'est tout à fait faisable. C'est vraiment l'alimentation saine, c'est varier son alimentation, manger de tout, toutes les catégories d'aliments et varier même au sein des différentes catégories. Alors, vous dites manger de tout, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, donc on trouve différentes catégories d'aliments, on trouve les produits laitiers, donc avec le lait, yaourt, fromage, on trouve aussi tout ce qui est viande, poisson, œufs. On va avoir les légumes, bien sûr, les fruits, les féculents. Donc dans les féculents, on différencie la grosse famille féculents avec tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, légumes secs. Et on trouve aussi les produits céréaliers avec comme dominante le pain. À côté de ça, on va également avoir des catégories d'aliments qui sont importantes pour l'organisme, mais à limiter vraiment en quantité. On trouve les matières grasses. Et par contre, les produits sucrés, où là, on est plus sur l'aliment plaisir.
Donc c'est vraiment réussir à apporter de chacune de ces catégories d'aliments dans les quantités nécessaires pour l'organisme en fonction de chacun. Alors, j'ai un problème de poids, je fais 150 kilos par exemple, je viens vous voir, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, donc on voit ensemble, on fait un point vraiment sur votre hygiène de vie, sur vos habitudes alimentaires, bien sûr habitudes alimentaires, mais également habitudes de vie, dans le sens où chaque personne est différente. C'est vrai que vous pouvez venir en faisant 150 kilos. Si quelqu'un d'autre vient en faisant le même poids, le régime à la sortie sera différent. Dans le sens où tout dépend du travail, des horaires de travail, de ce qui se passe aussi à la maison, de notre organisation du quotidien. Et après, de nos petites habitudes alimentaires, bonnes comme mauvaises, où il faut vraiment tenir compte du fait que ce qui va diriger le corps, c'est la tête. Et que donc, si la tête n'est pas satisfaite de l'alimentation, on n'y arrivera pas. On peut très bien être très très motivé. Le changement dans l'alimentation va entraîner une réaction de l'organisme, mais au bout d'un moment, l'organisme cessera de réagir si l'alimentation fournie ne nous convient pas psychologiquement parlant. Donc, vous aurez à la sortie un choix des aliments avec les aliments conseillés, les aliments déconseillés, une liste de fruits et légumes pour réussir à varier sur ces catégories où généralement on est un petit peu plus difficile aussi au niveau gustatif. Également une feuille avec des conseils généraux sur le fait, par exemple, de prendre le temps de manger, chose qui est un défaut pour beaucoup de personnes où on mange rapidement. Il y a aussi le mode de vie actuel qui fait que. Et on a donc là, ça c'est vraiment pour toutes les personnes, ces documents. Et à côté de ça, une ration journalière où vraiment va être détaillé les catégories d'aliments à prendre par repas, dans quelle quantité, pour réussir à convenir au mieux. Chaque personne qui vient vous voir, c'est tout à fait différent. Tout à fait, parce que chaque personne qui vient est différente. D'accord. Alors, lorsque je ressors de votre cabinet, vous avez fait ma petite fiche. Tout de suite, je commence à faire le petit, on va pas dire un régime, mais tout de suite, je commence à manger sainement. Voilà, en fait, on utilise le mot régime dans le sens où c'est vraiment un mode alimentaire, le régime, mais la plupart du temps, on n'est pas sur un régime hypocalorique parce que les habitudes sont souvent mauvaises, donc c'est plus un rééquilibrage alimentaire. Mais effectivement, donc pour ce bilan, je suis avec la personne entre 1 heure et 1 heure et demie pour réussir à connaître le plus possible de cette personne. Et après, effectivement, elle peut, dès le jour même ou le lendemain, mettre en place ce qu'on a pu voir ensemble. Et vous lui dites à votre patient qu'elle mange très mal ? Je sais pas, mais bon. La plupart du temps, ils le savent quand même, ils se rendent bien compte de leurs erreurs. Oui. Dire texto comme ça, vous mangez très mal, non. Je vais plus avoir des petites remarques du style ah oui, quand même, vous rigolez pas. Enfin, plus des petites choses aussi pour mettre la personne à l'aise, dans le sens où si des propos comme ça, enfin voilà, oh là là, c'est pas bien, vous mangez très très mal. Ça la met pas en confiance non plus. Il y a besoin vraiment de créer une relation de confiance, et donc il faut réussir à adapter ses propos et vraiment le dialogue en fonction de la personne en face. Alors, oui, est-ce que vous pouvez préciser, donner plus d'informations sur ce que vous dites comme régime hypocalorique? Alors en fait, je crois que vous avez dit un régime hypocalorique, oui. Calorique, oui, c'est ça. Oui, alors en fait, c'est que chaque personne a ce qu'on appelle des apports nutritionnels conseillés. Donc un nombre de calories nécessaires à l'organisme pour fonctionner correctement quand il n'y a pas nécessité de perdre de poids.
s'il y a nécessité de perdre de poids, il faut vraiment diminuer le nombre de calories qui sont recommandées par rapport à ces apports nutritionnels. Mais étant donné que la plupart du temps les habitudes ne sont pas très bonnes, je mets très rarement en place un régime hypocalorique. On va être sur un nombre de calories quasiment équivalent à ce que la personne peut consommer déjà à la base, mais par contre avec une bien meilleure répartition de ce qu'on appelle les nutriments énergétiques, donc les protéines, les graisses et les sucres. Parce que c'est vraiment cette répartition qui fait que l'organisme va bien fonctionner. Et donc du coup, de répartir comme il faut ces nutriments, ça va permettre la perte de poids sans forcément être en régime hypocalorique, donc avec moins de calories. Est-ce qu'il y a des aliments justement qui permettent de perdre du poids? Est-ce qu'on peut manger des aliments qui éliminent un peu les calories? Alors, on va... Autant demander. On va avoir des aliments qui déjà en apportent très très peu et où on va pouvoir là manger une belle quantité. Donc là, on est plus dans la catégorie des légumes où on n'a pas forcément de restriction en quantité. Après, certains aliments... Il y a pas vraiment d'aliments qui vont faire que si je mange celui-ci, je vais perdre du poids, ça va brûler des graisses ou autre. Ça, il y a pas d'aliment magique. Dommage. Alors, étant donné que j'ai un problème de poids, est-ce qu'il est conseillé de faire moi-même mon régime ou alors est-ce qu'il est conseillé quand même d'aller voir une diététicienne ? Alors, c'est pas pour faire ma pub, mais c'est vrai que c'est mieux d'aller voir une diététicienne quand même, dans le sens où on revient justement à ce qui était dit juste avant, c'est que c'est très rare que je mette un régime avec moins de calories en place, dans le sens où le corps a besoin de beaucoup de calories quand même pour fonctionner. Quand on en fait un soi-même, on se restreint trop. Donc en fait, on va vraiment on va enlever toutes les catégories où on entend toujours à droite à gauche que c'est pas bon pour le corps. Alors que non, tout est bon pour le corps dans les catégories d'aliments. C'est une question vraiment de quantité et de fréquence. Et la plupart de mes patients sont étonnés justement sur les catégories où, comme les féculents, où on entend non, c'est pas très bien, ça fait grossir de manger du pain, de manger des pâtes. Donc beaucoup en fait vont avoir tendance, pensant bien faire, à les enlever. Alors que non, c'est si on fait un régime soi-même, on se restreint trop et on ne tient pas dans le temps. Le but, c'est vraiment de trouver une alimentation qui nous permette de perdre les kilos, mais surtout de pas les reprendre après. C'est vrai. Si c'est fait maison, ce régime, c'est vrai que on peut très bien perdre rapidement aussi, mais la plupart du temps, on reprend. L'adulte ou l'enfant ou le bébé a le droit à combien de... Comment on appelle ça, les calories De calories. C'est ça. Alors, les besoins de l'organisme évoluent au fur et à mesure de la vie. Donc, un enfant de 5 ans a des besoins supérieurs à un enfant de 2 ans, mais inférieurs à un enfant de 10, 11 ans. C'est vrai que les besoins sont croissants jusqu'à l'âge adulte. À l'adolescence, on peut se retrouver à avoir besoin jusque plus de 3000 calories. Un adolescent, donc un garçon de 16 ans est à peu près 3500 calories par jour. Oh, c'est beaucoup. C'est énorme et c'est à apporter de manière équilibrée, c'est quasiment mission impossible. Parce qu'en fait, on se retrouve pour que ce soit équilibré à devoir manger quasiment 1 kilo de pâtes, 1 kilo de légumes par jour. C'est avec à côté de ça aussi une baguette complète. C'est des quantités vraiment très importantes. Donc couvrir tous ces besoins, réussir à apporter ce nombre de calories de manière équilibrée, c'est très compliqué. Donc on est souvent inférieur, mais le corps fonctionne comme il faut quand même. Après, pour une personne adulte, donc là il y a une grosse différence en fait entre un adolescent
donc de 16-17 ans, et un jeune homme de 20 ans, on va passer donc de 3500 calories à peu près 2500. Après, il y a encore une évolution. On a une tranche 20-40 ans, où donc là, on tournera autour de 2500 calories. Au-delà de 40 ans, là, je suis vraiment, je parle uniquement des hommes. Au-delà de 40 ans, on descend à peu près à 2200. Au-delà de 60 ans, à 2000. Et après, en ce qui concerne une femme, donc si on reste sur l'idée d'une adolescente de 16 ans, on va être autour de 2800. À partir de 20 ans, on va plus être autour de 2200 et au-delà de 40 ans, à peu près à 2000 calories et à 1900 quand on passe les 60 ans. Alors, comment sait-on c'est vrai que, bon, comment sait-on qu'on a mangé tant de calories par jour? Alors le savoir, c'est pas évident. C'est justement même quelqu'un qui souhaite juste avoir une alimentation saine, donc pas besoin de perdre, pas besoin de prendre de poids, pas de soucis de santé. C'est bien quand même de consulter juste une fois pour justement savoir comment j'apporte le nombre de calories dont mon corps a besoin. Parce que c'est très difficile, sinon on va se retrouver à regarder les étiquettes de tout. Oui, c'est vrai. Oui. Donc on s'en sort pas. Alors tout à l'heure vous disiez 3500 calories pour les enfants, c'est ça? Alors 3500 calories, ça va être pour un garçon entre 16 et 18 ans. D'où vient votre intervention, peut-être aux écoles? Oui, tout à fait, parce que c'est là, et au fur et à mesure des années, je constate que ça n'évolue pas forcément, ou alors si ça évolue, c'est pas forcément dans le bon sens. Au niveau de l'alimentation des jeunes, elle est vraiment très très déséquilibrée. Et du coup, c'est vraiment pour moi important de commencer dès le plus jeune âge. C'est vrai que pour l'instant, je fais collège et lycée. J'aimerais bien pouvoir faire les établissements primaires, voire même maternels, pour justement expliquer aux enfants dès leur plus jeune âge comment bien manger, réussir à couvrir tous les besoins d'une manière correcte. Alors, comment ça se passe? Vous avez déjà fait dans une école? Alors j'ai fait donc collège, lycée, ça oui. École primaire, j'ai fait une fois et c'est vrai qu'en fait il faut réussir à leur faire comprendre les choses, mais dans un langage qui leur est clair et aussi de manière ludique. Alors, je pense que le directeur vous contacte et à ce moment-là, les enfants ont combien de temps avec vous? Alors donc généralement ce sont les infirmières de l'établissement qui me contactent, qui montent un projet santé. Et en fait là donc par exemple j'ai commencé avec un collège hier, je les vois la plupart du temps entre 3 et 4 heures. 4 heures Non, 3 à 4 fois 1 heure en fait. Ah bon, d'accord. Oui, parce que sinon ils restent pas connectés avec moi tout le temps. C'est pas possible. Et ça se passe bien? Est-ce que ils sont conscients justement de leur santé? Ça dépend de l'âge. Parce que au niveau lycée, ils commencent à se rendre compte que oui, ce que je mange, ça a un impact sur ma santé. C'est pas pour autant qu'ils font spécialement attention, mais ils commencent à s'en rendre compte. Au niveau du collège, c'est vrai que j'insiste encore plus sur ce point-là pour réussir à leur faire comprendre que manger c'est pour vivre et pour vivre correctement en étant en bonne santé. C'est difficile un petit peu quand même pour eux de l'entendre. Alors, quand vous faites une réunion 1 heure avec les enfants, je suppose que vous en avez au moins une quarantaine, ou peut-être moins, une trentaine, ou même une vingtaine. C'est général ce que vous faites, ou c'est cas par cas? Alors, on essaye la plupart du temps d'avoir 20 élèves.
normalement le maximum. Après, il faut voir aussi en fonction de l'organisation ce qui est faisable. Là, avec le collège, on est plus aux alentours de 25 à peu près, puisque là, on fait classe par classe. Sinon, on essaye de faire des regroupements. C'est vraiment on voit les bases de l'équilibre alimentaire, voir un petit peu le nombre de repas conseillés, les catégories d'aliments, les choses qui sont à limiter également. Et moi, j'aime bien en fait faire, parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui se font sous forme de diaporama. Moi, j'aime pas trop. Je préfère vraiment faire dans l'échange. En fait, je me base sur moi, ou quand j'étais à l'école, quand on me mettait un diaporama, je lisais le diaporama, mais je n'écoutais pas ce que disait le professeur. C'est vrai. Donc, du coup, je préfère vraiment qu'il y ait un échange où moi, je lance les explications sur des choses qui sont primordiales de leur faire entendre, mais après, je leur dis clairement, voilà. Par contre, moi, je viens vous expliquer des choses. C'est de la théorie, je sais que c'est casse-pied, donc je veux qu'il y ait un échange entre nous. Donc, posez les questions, dites-moi les thèmes que vous souhaitez aborder dans l'alimentation. Et dans les établissements que vous intervenez, vous avez la possibilité d'agir en amont, c'est-à-dire jusqu'à la cuisine. Ça dépend. J'essaye vraiment de pouvoir faire pour pouvoir discuter aussi avec la cuisine, mais c'est pas forcément évident en fonction des établissements. Là, c'est vrai que pour l'instant, avec ce collège-là, on n'a pas évoqué le fait d'aller parler avec les cuisiniers. Il y a aussi un côté difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires qui sont en restauration, en cuisine centrale en fait, qui dépendent d'une cuisine centrale et où donc ils reçoivent les repas et ils ne font pas, ils font une partie du repas mais pas tout, donc ils subissent aussi. C'est vrai, je vais rebondir sur le docteur Vauduit parce que c'est vrai, c'est la question que j'allais vous poser. Bon, maintenant, je pense que point de vue santé, équilibre dans l'alimentation, ça se fait de plus en plus dans toutes les, comment on va dire, les organismes, dans toutes les écoles. Je pense qu'ils en ont pris conscience de ça. Oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus suivi et depuis pas mal de temps. À savoir que pour tout ce qui est restauration collective, il y a des commissions de menus dans lesquelles sont présentes justement une diététicienne. Pour faire le point sur ce qui a été prévu, c'est bien, ou alors là il manque telle catégorie d'aliments, ça serait mieux de mettre ça. On a nous aussi la possibilité d'intervenir au moment des commissions de menus pour justement rééquilibrer les choses qui ne le sont pas. Mais c'est de plus en plus équilibré. Oui. Vous intervenez à ce moment-là, avec la réunion des commissions. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'un client qui vient vous voir, justement, vous lui imposez un régime, est-ce que vous lui conseillez de faire du sport avec ? Ah oui, ça c'est quelque chose, en fait, c'est pas forcément un point que j'aborde dès le premier rendez-vous. Ça dépend, c'est une question que je pose dès le premier rendez-vous, ça c'est obligatoire. Mais après, en fonction de ce que me répond la personne sur ce point-là, si elle est très réfractaire au sport, je dis on reviendra dessus par la suite, mais on va pas voir ça dès aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où j'essaye qu'au bout d'un moment la personne puisse se mettre au sport quand même, puisque c'est si on souhaite perdre, il faut brûler des calories. Bouger, manger. Voilà, ça. Exactement. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause musicale, et puis on va rappeler le numéro de téléphone 03 44 75 3000. Si les auditeurs qui sont à l'écoute, bien sûr, peuvent intervenir pour poser des questions à Hélène, qui, je vous le rappelle, Hélène est diététicienne à Noyon, à l'hôpital. Non, en ville. En ville. Voilà. 03 44 75 3000, musique s'il vous plaît. Et on va écouter tout de suite Francis Cabrel sur l'antenne de Radio Pisalène avec Dur comme fer. À tout de suite. Francis Cabrel.
Alors, on rappelle quand même aux auditeurs, avant de poursuivre, que si vous voulez appeler, composez le 03 44 75 30 00 si vous avez une question éventuelle. Donc, on va parler également des personnes qui viennent vous voir. Donc, on pense aux diabétiques, aux gens qui font du cholestérol. Donc, qu'est-ce que vous leur apportez à ce moment-là? Alors, donc, on est sur la même idée qu'une personne qui souhaite perdre du poids. Il y aura des documents, donc avec des conseils généraux, encore un choix des aliments bien adaptés et un régime particulier pour chacun, en sachant que le régime d'une personne diabétique, l'alimentation d'une personne diabétique est la meilleure alimentation qui existe. C'est-à-dire que il va y avoir nécessité d'avoir toutes les catégories d'aliments, réparties d'une certaine manière à chaque repas et dans l'assiette. Et après, donc, on peut revenir sur l'idée parce que il y a des personnes des fois qui un diabète est découvert et ils vont me dire je comprends pas, je mange pas de sucre. Alors oui, le diabète, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang, ça c'est sûr, mais ce n'est pas que le sucre en lui-même qui peut entraîner du diabète. Donc c'est vrai que j'essaye déjà de leur expliquer ça, de leur faire comprendre que des fois c'est en mangeant gras qu'on déclare un diabète, aussi parce que le diabète est souvent lié au surpoids, en sachant qu'il existe 2 types de diabète aussi. Donc l'alimentation sera la même quel que soit le type de diabète, mais il y a le diabète de type 2 qui là est souvent lié à une suralimentation et donc souvent à un surpoids, et le diabète de type 1 où là par contre il n'y a pas de lien avec à la base, il n'est pas lié à un problème alimentaire, mais par contre le régime est nécessaire derrière. Donc c'est que cette alimentation-là, c'est la meilleure. Tout le monde devrait suivre cette alimentation-là en fait. Avec par contre, donc oui, même si la cause n'est pas forcément une surconsommation de sucre, il faut quand même en limiter la quantité, donc de tous ces produits sucrés. Réussir le but de l'alimentation, c'est vraiment de réussir à maintenir le taux de sucre équivalent tout au long de la journée dans le sang. Donc pour ça, réussir à faire tenir l'organisme, à apporter assez de sucre lent à chaque repas, réussir à limiter les aliments trop riches en graisse, dans le sens où aussi dans les complications du diabète, il y a les problèmes cardiovasculaires. Donc du coup, on fait aussi attention au gras. Et après, donc réussir vraiment à ce que ce taux de sucre soit constant, entre autres, enfin principalement même grâce au sucre lent apporté à chaque repas dans les bonnes quantités. Il faut se dire aussi que on limite le sucre, on ne l'interdit pas. On ne l'interdit pas pour personne, même quelqu'un qui a un diabète très élevé, je vais laisser, alors ça peut peut-être en étonner beaucoup, mais je vais laisser quand même des produits sucrés à très petite quantité, c'est sûr, par exemple aux alentours de 20 grammes par jour. Donc si on parle que de sucre, 20 grammes par jour, c'est 4 morceaux, donc c'est pas beaucoup, mais c'est présent quand même, c'est une petite quantité et on fera attention au moment auquel on prend, alors là c'était l'exemple du sucre, mais ce sont les produits sucrés en règle générale, on en revient à notre chocolat tout à l'heure par exemple, où en fait c'est important, le corps clairement il s'en fiche de ces produits sucrés, mais la tête et la bouche par contre ne s'en fichent pas du tout. Donc c'est important de maintenir cette catégorie-là quand même à faible dose, forcément à un repas, pour éviter que le taux monte d'un seul coup dans le sang, puisqu'on est sur un sucre rapide, donc qui agit très vite. Donc pour éviter qu'il monte, on prend en même temps qu'un repas. Et donc on est sur l'équivalent à peu près de 20 grammes par jour. D'accord. Et une personne qui est diabétique qui vient vous voir, est-ce que vous avez besoin d'avoir un suivi avec son médecin traitant? Alors, c'est pas une obligation, mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant d'avoir de pouvoir correspondre avec les autres professionnels de santé et donc la plupart du temps avec les médecins traitants pour assurer le meilleur suivi aussi. C'est
y a beaucoup de personnes diabétiques qui viennent me voir où au final c'est à la base sur conseil du médecin traitant et donc avec un petit courrier de leur part aussi, et en sachant que il est important de contrôler les effets de l'alimentation sur le diabète et donc de faire des prises de sang pour contrôler ça. Et ça, moi, je peux pas faire de prescription, donc c'est forcément à un médecin de le faire. Donc c'est vrai qu'on est quand même régulièrement en contact. Alors, j'ai du diabète. Qu'est-ce que vous allez me donner comme, on va pas dire comme traitement, mais comme alimentation à prendre? Alors donc on va avoir vraiment donc l'idée d'avoir de toutes les catégories d'aliments au repas. Si on part vraiment sur une journée type, ça va être la même que quelqu'un qui souhaite manger équilibré ou quelqu'un qui souhaite perdre du poids, c'est-à-dire on a un petit déjeuner obligatoirement avec donc des sucres lents. Le meilleur, ça va être le pain, avec à côté de ça un produit laitier et ou un fruit au petit déjeuner. Bien sûr, le pain, on le prend pas nature, on a le droit de mettre des choses dessus. Donc, soit on peut prendre dans nos 20 grammes de produits sucrés. Du chocolat. Du chocolat, par exemple. Mais oui, après, bon, ça serait plus... le chocolat, ça serait plus dans le produit laitier. D'accord. Ou alors sous forme de pâte à tartiner, mais c'est vraiment la pâte à tartiner, c'est à limiter quand même un petit peu plus dans le sens où c'est sucré, mais c'est très gras aussi. Donc c'est vrai qu'il y a les deux aspects, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit et c'est bon. Qu'est-ce qui est conseillé justement pour un enfant le matin de déjeuner à peu près? Alors c'est ça, ça va être vraiment le pain. Là, juste avant, je disais fruits ou produits laitiers. Là, pour un enfant, par contre, ça va être pain, fruits et produits laitiers obligatoirement. Donc, on est en fonction de l'enfant, de l'âge de l'enfant, on peut être sur un morceau de pain qui fait 40 grammes. Donc, ça fait, par exemple, 2 tranches de pain de campagne. On va avoir donc le fruit qui peut être aussi sous forme de jus. Par contre, attention, un jus de fruits, c'est un vrai jus de fruits qui va remplacer la pomme. Ça va être un jus 100% pur jus et sans sucre ajouté. Si les deux ne sont pas notés sur la bouteille, on va pas être sur l'équivalent d'un fruit uniquement, puisqu'il va y avoir aussi des sucres ajoutés. Et donc, ça peut aussi être remplacé par une compote, si elle est sans sucre ajouté. Et donc auquel on ajoute un produit laitier qui va être du lait, qui peut être aussi un yaourt, un fromage blanc, pourquoi pas du fromage, ça se fait aussi. C'est une bonne chose d'avoir du fromage dans la journée. Après, c'est vrai que pareil, on est sur une catégorie d'aliments très caloriques, très grasses, donc on va être sur une petite quantité par jour, mais cette quantité peut être prise dès le petit déjeuner, c'est pas un souci. Est-ce qu'un enfant, justement, peut grignoter entre le petit déjeuner et le repas du midi? Ah non, il peut pas. Mais que ce soit un enfant ou un adulte. Et un adulte, j'allais vous le demander. Alors, le petit déjeuner, d'accord, donc on grignote pas jusqu'à midi. À midi, quel est mon repas du midi, que j'ai le droit? Alors, si je suis diabétique, bien sûr. Donc déjà, si le petit déjeuner a été consistant, si il est correct, il n'y a normalement pas de sensation de faim, donc pas de besoin physiologique, donc de l'organisme vraiment de grignoter. Et il faudra, s'il y a une envie, ça sera pas par faim, ce sera vraiment une envie de grignoter. Donc c'est là à la tête de se raisonner. Au repas du midi, là en fait on trouve toutes les catégories d'aliments, c'est-à-dire qu'on va avoir nos légumes, bien sûr, des féculents, de la viande, ou poisson ou œuf. On va avoir un produit laitier. On peut avoir un fruit également. Au niveau fruits, on est sur 2 par jour. Donc, comme il y a si on est, par exemple, pour un enfant, comme il y a obligatoirement celui au petit déjeuner, la plupart du temps, le deuxième fruit, je le mets plus facilement au goûter. Mais il peut être le midi sans problème. Et donc, à ça, on ajoute du pain. On peut aussi prendre de la matière grasse pour cuire la viande. Au niveau cuisson, le beurre est à mettre de côté. Pas sur un plan calorique,
pas du tout, puisque la margarine va être équivalente en calories, en nombre de calories. Mais par contre, il y a à partir d'une certaine température, les graisses du beurre se transforment en ce qu'on appelle des acides gras trans, qui sont cancérigènes. Donc la cuisson à la matière grasse, oui, mais ça sera margarine ou huile, mais pas beurre. Le beurre, il sert uniquement à tartiner. Ou à la rigueur, on peut aussi le faire fondre dans les pâtes parce qu'il va chauffer, mais il n'atteindra pas la température qui fait que les graisses se transforment. Et vous dites l'huile, laquelle huile? Alors on entend souvent parler de l'huile d'olive. La chose très importante à savoir, c'est que l'huile d'olive va être aussi grasse que l'huile de tournesol, que l'huile de colza ou autre. Toutes les huiles sont aussi grasses les unes que les autres. D'accord. Par contre, il existe 3 familles de graisses contenues dans les aliments, et c'est la répartition de ces 3 familles de graisses qui varie d'une huile à une autre. La répartition de ces 3 familles dans l'huile d'olive, c'est la meilleure comparé aux autres huiles. Donc du coup, c'est pour ça qu'on recommande celle-ci la plupart du temps dans les problèmes de diabète ou dans les problèmes cardiovasculaires. Alors là, vous nous conseillez laquelle huile? Alors, c'est bien d'avoir l'huile d'olive, effectivement. Par contre, comme je disais, c'est vraiment la répartition des 3 familles de graisses qui varie d'une huile à une autre. L'huile d'olive a un goût très particulier. Elle est chère. Et c'est vrai qu'on a une autre huile où le goût est moins prononcé et où le coût est bien moins élevé, mais la répartition des familles et donc les bienfaits de l'huile s'en rapprochent, c'est l'huile de pépins de raisin. Donc, c'est bien d'avoir une de ces 2 huiles-là, mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir 2 huiles. Alors pas 2 huiles par jour, mais alors on peut faire le petit mélange, les 2 mélangés. Voilà, on peut mélanger les 2 dans la préparation, comme on peut par exemple se dire voilà, le lundi je prends de l'huile de pépins de raisin, le mardi je prends de l'huile de colza, mercredi également, jeudi je reviens à l'huile de pépins de raisin, etc. D'accord. La boisson, de l'eau, forcément dans un régime, enfin de l'eau, pas de jus de fruits parce que... Alors, la boisson indispensable, c'est l'eau, effectivement. Les jus de fruits sont possibles puisque un jus de fruits correct, donc comme je disais, 100% pur jus sans sucre ajouté, va être l'équivalent d'un fruit. Donc, on peut en consommer sans problème. Mais par contre, ça n'est pas à prendre en compte du tout dans le 1,5 litre qui est recommandé par jour. 1,5 litre, c'est 1,5 litre d'eau. Donc, j'entends souvent, je bois beaucoup de café, beaucoup de thé, de tisane, donc j'arrive à mon 1,5 litre. Alors, oui, il y a de l'eau dedans, là, de l'eau clairement ajoutée par nous-mêmes, mais le corps ne va pas la prendre en compte de la même manière que si c'est de l'eau simple, en fait. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est 1,5 litre d'eau pure et que thé, tisane, etc. soient en complément. Un des conseils importants, qui n'est pas forcément évident à mettre en place, c'est que ce 1,5 litre soit bu en dehors des repas. D'accord. C'est ce que j'allais vous demander justement. En dehors des repas, donc le 1,5 litre du matin jusqu'au soir. Voilà. On se l'éparpille. Voilà, tout à fait, bien étalé sur la journée, en sachant que ce qui est pas mal aussi, parce que le sommeil a également un impact important sur le poids. Donc du coup, l'idéal, c'est qu'à partir de 18-19 heures, on arrête de boire, pour vraiment éviter que ça entraîne un petit réveil la nuit pour un... D'accord. Voilà. Alors, j'ai mangé le midi, j'arrive à mon repas forcément du soir, ou alors est-ce que j'ai droit à un petit chocolat? Ah ben, docteur Bauduit, vous nous avez apporté du chocolat. Hein. Il en veut au chocolat. Hein. Il va falloir éliminer la boîte. Est-ce qu'il y a 4 heures? Qu'est-ce que j'ai le droit à 4 heures? Alors, le goûter, c'est quelque chose qui, pour les enfants, donc enfants et adolescents, est obligatoire. D'accord. Pour les adultes, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais moi je le recommande très très fortement, dans le sens où de prendre ce goûter, ça peut couper la sensation de faim, puisque c'est que certaines personnes, même si on met un bon repas du midi, peuvent quand même avoir faim assez tôt. Donc pour éviter de grignoter, on met en place clairement un repas, donc on met clairement en place un goûter. Le goûter,
ça va être en fait la même chose que le petit déjeuner, mais en plus petite quantité. D'accord. Donc là où on peut prendre un tiers de baguette au petit déjeuner, on prendra un 6e au goûter. Et donc, avec notre petit bout de pain, on peut prendre notre petit morceau de chocolat. D'accord. Moi, ça me va. Voilà. Le régime, je commence demain. Il est trop tard, le goûter est passé. Lui. Et alors là, j'arrive au souper, forcément. J'ai aussi le droit à une belle assiette ou une petite assiette, ou qu'est-ce que j'ai le droit le soir? Alors, juste pour revenir sur le goûter, c'est vrai qu'il y a le pain, le produit sucré si on veut, si au niveau des quantités de la journée on était correct, c'est bien d'y ajouter un produit laitier ou un fruit. Sur le repas du soir, en fait, il est très proche du repas du midi. C'est-à-dire que toutes les catégories d'aliments peuvent être présentes. Obligatoirement, les légumes, les féculents, le pain et produits laitiers. Après, on peut avoir la viande. Viande, poisson ou œuf. Mais là, au niveau viande, poisson, œuf, c'est la catégorie un peu traître et où on a pour beaucoup de personnes, et ça quel que soit l'âge, une surconsommation. C'est quelque chose qui peut être étonnant dans le sens où c'est une catégorie d'aliments très chère, mais c'est quelque chose qui est dans les habitudes vraiment d'avoir une consommation trop importante de cette catégorie-là. Et les personnes sont souvent étonnées quand je leur donne les quantités quotidiennes. C'est-à-dire qu'au niveau des adultes, pour une femme, on va être normalement autour de 150 grammes de viande, poisson ou œuf par jour. C'est-à-dire, soit on prend 150 grammes le midi, donc avec un bon morceau de viande, soit on prend 100 grammes avec, par exemple, une escalope. Et le soir, on prend 50 grammes, donc l'équivalent d'une tranche de jambon, l'équivalent d'un œuf. Et donc, si on a pris 150 le midi, rien le soir. Pour un homme, on est plus sur 200 grammes. Donc, on peut faire 100 grammes par repas. Pas normal. C'est pas juste. Et oui, les besoins des hommes sont toujours supérieurs aux femmes. Ça, c'est... Ah oui. Voilà. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et voilà. Mais c'est après, voilà, on est sur à peu près 200 grammes, 100 à 150 le midi, 50 à 100 le soir. Et après, alors un point qui est très important, et c'est chez certains enfants, c'est ça arrive que ce soit cette catégorie-là qui fasse défaut pour savoir de quelle quantité de viande votre enfant a besoin. Il y a une technique très simple. On prend l'âge de l'enfant, on multiplie par 10 et au résultat, on ajoute 10. Donc, un enfant de 6 ans, là par contre, que ce soit garçon ou fille. D'accord. Un enfant de 6 ans, 6 fois 10, donc 60, oui. plus 10, donc 70 grammes de viande, poisson ou œuf par jour. D'accord. Pas par repas, vraiment par jour. Par jour. Donc c'est pour ça que c'est une catégorie qui est souvent en surconsommation, parce qu'au final les enfants se retrouvent à consommer la quantité recommandée pour un adulte. D'accord. Et du coup, je rebondis là-dessus sur là en fait le repas du soir peut être allégé par rapport à celui du midi avec cette catégorie-là. Et donc, je voudrais revenir sur une idée reçue, en fait, le fait que le fromage, attention, pas le soir. Non, c'est pas vrai. En fait, il faut partir avec l'idée que les protéines sont des molécules très grosses et donc très longues à digérer, et les graisses animales sont longues à digérer. C'est pas que ce sont des grosses molécules, c'est que de toute façon, elles sont longues à digérer. Donc, du coup, il faut que la totalité des graisses animales et protéines animales du soir ne soit pas trop importante. Donc quelqu'un qui prend 100 grammes de viande le soir, là oui, on évite le fromage parce que ça fera trop, et donc la digestion, étant donné que l'activité derrière est bien moindre, ça sera trop difficile au niveau digestion. Si on prend 0 ou 50 grammes de viande le soir, c'est tout à fait faisable de prendre son petit morceau de fromage avec. D'accord. Donc là, c'est à moi de faire un petit peu mon équilibre, puisque là, quand je vous écoute, j'ai bien mangé pour la journée. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Alors maintenant, comment je peux savoir les calories? Et est-ce qu'il faut que je les pèse ou alors c'est au pif?
Oui, parce que j'ai fait ma journée et comment je sais que je suis arrivée à 1200 calories ou 1600 parce que il faut que je pèse tous mes aliments. Alors, il peut y avoir différentes techniques. Moi, je pars avec cette technique-là. Vraiment le fait de peser. Mais on n'est pas obligé de garder la balance tout le temps à côté de soi. C'est vrai qu'on pèse une fois les différentes catégories d'aliments pour visualiser par rapport aux quantités que j'ai pu donner. Et comme ça, après, on a un petit repère. Voilà, c'est si mes féculents prennent le tiers de mon assiette, ça correspond à peu près aux quantités dont j'ai besoin. Si les légumes prennent quasiment tout ce qui reste dans l'assiette comme place, j'ai aussi ce dont j'ai besoin. C'est vrai que c'est peser au début, juste pour visualiser ce dont on a besoin. Après, c'est une habitude. Voilà, après, c'est une habitude. Et tous les jours, je recommence donc jusqu'à ce que j'ai fait mon petit régime habituel, quoi. Voilà, c'est vrai que tous les jours, vraiment, on va... Moi, je pars sur l'idée de, voilà, on pèse 1 semaine, 2 semaines maximum. Et après, vraiment, il faut réussir à se faire confiance. Ça, c'est très, très difficile. Réussir à se faire confiance de, oui, là, effectivement, j'ai mis le bon grammage. J'ai pas besoin de vérifier. J'ai mis à peu près ce dont j'ai besoin. Parce que dans l'idée des quantités nécessaires, oui, il faut peser pour visualiser, mais on n'est pas au gramme près. Donc, il faut se faire confiance le plus vite possible. D'accord. Vous avez des questions, les garçons? Non, je sais simplement qu'on peut manger plus qu'une femme, c'est déjà rassurant. Oui, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit, que le sucre, c'est un aliment plaisir. Je souscris à ça, mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi Alors, en fait, c'est vraiment... Le sucre et les produits sucrés, l'organisme n'en a pas besoin pour fonctionner correctement. Toutes les autres catégories d'aliments sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Le sucre et les produits sucrés, pas du tout. Il y a dans certains produits sucrés, il y a des choses qui sont intéressantes pour l'organisme, mais si on parle purement calories du sucre et du sucre contenu dans les produits sucrés, le corps n'en a pas besoin. Par contre, au niveau gustatif, déjà, c'est quand même, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent mettre un petit morceau de sucre dans leur café plutôt que de le boire comme ça. Beaucoup de personnes qui se mettent au régime vont enlever le sucre et donc du coup vont prendre leur café sans sucre et pas profiter de leur café, alors que de mettre un demi-morceau de sucre ou un sucre, c'est pas gênant. On a besoin de se faire des petits plaisirs comme ça, des plaisirs gustatifs. Et après, alors je retourne sur ce sujet-là, mais il y a aussi le côté psychologique qui est important. Et donc du coup, dans le côté sucre, produit sucré, aspect psychologique, on en revient encore et toujours au chocolat. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Donc maintenant, oui, c'est vrai. Du chocolat, bah oui. T'imagines simplement que tu manges un chocolat, puis c'est bon. T'as juste à imaginer. Mais c'est vrai qu'il faut se faire plaisir quand même. Il faut se faire plaisir. Éliminer, se dire. Non, ça c'est. Moi, je n'élimine rien du tout. Oui. Rien du tout. C'est vrai que si on reste sur ce petit chocolat, en fait, il y a des personnes qui ont besoin qui dans leurs habitudes vont manger une demi-tablette, certaines même une tablette, et au final arrivent au rendez-vous en se disant voilà, c'est fini, je le verrai plus, chocolat. Le fait de savoir, j'ai le droit à mon petit carré de chocolat, la plupart des personnes le prennent le soir. Et de savoir que j'ai le droit à mon petit carré de chocolat le soir, ça sera beaucoup plus facile mon régime en fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est Hélène, oui. C'est ça. Hélène, manger sain, bouger, faire du sport. Quels sont les patients qui viennent vous voir à votre cabinet? Forcément, en dehors du poids, on a dit le cholestérol, le diabète. Est-ce qu'il y a d'autres patients qui viennent vous voir pour autre chose? Alors, en fait, on a aussi beaucoup de problèmes d'hypertension. D'accord. Donc là, les conseils vont rejoindre ceux du cholestérol. Donc, entre autres, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'avoir 2 huiles. Le fait que c'était intéressant. Là,
pour du cholestérol, pour l'hypertension ou un autre problème cardiovasculaire, c'est pas que c'est intéressant, c'est que c'est fortement recommandé. Sur cette maladie, on va avoir aussi le fait de privilégier certaines graisses telles que les graisses végétales. Donc, on prend de la margarine, pas du beurre. On prend plus de poissons, on prend moins souvent des œufs. On diversifie bien les viandes, par exemple. Ce sont vraiment les conseils principaux par rapport aux troubles cardiovasculaires, hypertension, cholestérol. Et après, donc, il y a un point alors qui, à la base, l'alimentation va pas avoir d'impact sur ce problème-là, mais ce problème-là peut avoir un impact sur le poids, c'est-à-dire le dérèglement de la thyroïde. Quand il y a un dérèglement de la thyroïde, et ça beaucoup de personnes en souffrent, il peut y avoir une incidence sur le poids tant que c'est pas régulé en fait. Et donc du coup, beaucoup de personnes, dès qu'il y a un souci sur la thyroïde, se disent « Oh là là, je vais grossir ». Alors oui, c'est une possibilité, mais une fois que le problème hormonal est régulé, il n'y a plus d'impact sur le poids. Donc du coup, on peut vraiment bien prendre en charge la perte de poids ou la prise en fonction. Alors, où elle va maigrir, ou elle va grossir, non ? C'est ça. En fait, en fonction c'est des hormones qu'on peut analyser sur les prises de sang. On va voir s'il y a une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, c'est-à-dire est-ce qu'elle fonctionne trop ou est-ce qu'elle fonctionne pas assez. Et en fonction de ça, dans un sens ou dans l'autre, il y a un des cas qui peut engendrer une prise de poids et l'autre cas qui peut engendrer une perte de poids. Et c'est que c'est assez impressionnant sur les variations possibles en fait. La personne peut prendre 2 kilos en 2 jours et perdre 3 kilos en une journée tant que c'est pas bien régulé. Ça nécessite forcément la mise en place d'un traitement, donc ça c'est les médecins qui se chargent de ça. Une fois que le traitement est bien efficace, là, au niveau du poids, on va prendre en charge au même titre qu'une personne qui ne souffre pas d'un dérèglement de la thyroïde. Ensuite, c'est vrai que dans les démarches, moi-même j'ai été étonnée par rapport à certaines demandes, des problèmes. Alors ça j'ai pas été étonnée, mais il y a des pathologies rénales aussi. Les problèmes rénaux nécessitent une adaptation de l'alimentation. Et par contre, les cas pour lesquels j'ai été assez étonnée, il y a une dame qui est venue un jour parce qu'elle avait une DMLA, donc une dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc au niveau des yeux. Et c'est vrai que effectivement, l'alimentation va avoir un effet sur tous les organes de l'organisme. Donc pour cette patiente, le fait de privilégier certains aliments alors ça guérit pas bien sûr, mais c'est juste que ça peut ralentir le phénomène d'évolution. Donc sur cette maladie en particulier. Donc là, les patients viennent vous voir avec forcément une ordonnance du médecin. Ah non, du tout. Ah non, ils viennent comme ça, ils viennent vous voir. Oui, c'est vrai que quelle que soit la raison de la venue, il n'y a aucune nécessité d'une ordonnance du médecin. Si, il y a une nécessité en fait, la personne peut venir sans avis médical, mais j'ai besoin d'une ordonnance pour bien faire le régime. C'est lors d'une insuffisance rénale. Quand il y a une insuffisance rénale, donc que les reins ne font plus leur travail correctement, il y a le nombre de protéines en fait qui est adapté, et ça c'est le médecin qui me dit voilà, il faut mettre autant de grammes de protéines par kilo pour cette personne, parce que en fonction de la prise de sang, je sais ce que je suis censée mettre en place, mais je dois faire sur ordonnance médicale. Après, sinon, non, l'avenue des personnes, c'est en fonction de la décision de chacun. D'accord. Alors, vous faites aussi le suivi de grossesse. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors là, le but du jeu, ça va être de limiter la prise de poids.
D'accord. pendant la grossesse. C'est qu'on estime en fait la prise de poids moyenne, c'est 9 à 12 kilos sur une grossesse. On essaye donc du coup dans la prise en charge de ne pas dépasser ces 12 kilos, en sachant qu'une personne qui est en sous-poids ou très fine peut prendre plus. Une personne en surpoids, on est censé prendre 5 à 7 kilos maximum pendant la grossesse. Dans le sens où il y a toute une période de la grossesse dans la prise de poids qui consiste en fait à prendre du gras pour que vraiment que le fœtus puisse se développer comme il faut. Il va aller puiser dans ses réserves. Quelqu'un qui est en surpoids a déjà un petit peu plus de réserves et donc du coup n'a pas besoin de prendre ces 9 à 12 kilos. On essaye de limiter de 5 à 7. Donc il y a cette idée de suivi du poids. Mais il y a aussi, et là on se retrouve encore dans ce contexte-là, il y a aussi d'essayer de limiter les risques de diabète gestationnel. Quand il y a diabète gestationnel, donc diabète vraiment spécifique à la grossesse, on va donc on va essayer de contrôler le plus possible ce diabète pour éviter la mise en place d'un traitement. Et en parallèle, on doit faire d'autant plus attention à la prise de poids. Alors, je suis enceinte, je viens vous voir et bien sûr, vous vous occupez de mon poids et vous vous occupez du bébé aussi ou comment que ça se passe? Alors, donc, je m'occupe du poids. Oui. Tout en tenant compte du bébé. D'accord. En sachant que je suis beaucoup plus casse-pied pour une femme enceinte que pour une personne qui vient que pour le poids. Dans le sens où, oui, on fait attention au poids, mais on veut que le développement du bébé se passe le mieux possible. Donc, du coup, je vais être plus casse-pied parce que là où un équilibre alimentaire standard, il va y avoir par exemple, si on reste sur le côté aliment plaisir, on va avoir 40 à 50 grammes de produits sucrés. Une femme enceinte, on va être à 30 parce que ce diabète, il faut l'éviter le plus possible. S'il est en place, on fait pour qu'il se stabilise. Mais c'est vrai que si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. Après, il y a dans le suivi, il y a vraiment le fait que le fœtus se développe le mieux possible. Donc du coup, il y a, en fonction de la période, du 2e, 3e trimestre, il va y avoir des aliments à privilégier pour accentuer, par exemple, le fait d'avoir plus de vitamine B9, le fait d'avoir plus de calcium, d'avoir plus de fer. En fonction du trimestre de grossesse, on va favoriser certains... Alors là, on parle plus vitamines et minéraux, en fait, à privilégier pour le développement. D'accord. Donc tous les mois, je viens vous voir. Oui, tous les mois, vous venez me voir. Et plus vous venez, plus je vous embête. Et d'accord. Voilà. Parce que c'est que dans ce suivi de grossesse, il y a aussi l'idée de attention à la toxoplasmose. Oui, c'est vrai. Toxoplasmose, listériose. Oui. Et donc alors oui, il y a le poids, oui, il y a le diabète, mais c'est ces deux points-là qui font que je suis très casse-pied. Heureusement, je suis pas enceinte. Moi non plus. Mais par rapport au poids, vous venez, et par rapport au diabète, vous venez me voir aussi tous les mois. Même oui, c'est un suivi mensuel pour vraiment. Il y a des personnes qui me disent que je suis leur bâton, vraiment leur bâton de soutien. Il y a d'autres personnes qui me disent que je suis leur gendarme. Alors, je préfère être le bâton de soutien que le gendarme. Je suis pas trop une personnalité gendarme en fait, mais après voilà, non, j'accompagne. Après, je suis plus là en soutien que pour disputer. Après, si les résultats sont pas ceux qu'on visait, on cherche à savoir pourquoi. Je vais pas donner les coups de bâton. Non, je veux savoir pourquoi pour pouvoir accompagner le mieux possible. D'accord. Alors, vous allez nous rappeler un petit peu, je pense, où vous êtes éventuellement. C'est vrai que vous êtes au centre de Noyon, je pense. Comment peut-on venir vous voir? Vous avez peut-être un site, vous avez peut-être un numéro de téléphone, tout ça. On peut peut-être le rappeler. Alors, donc, je suis effectivement dans Noyon. Alors, l'adresse exacte, c'est le 2 rue Victor Hugo. Donc, c'est entre le centre et la gare, en fait. Je n'ai pas de site. Je suis pas...
j'ai pas envie de faire de site. On m'a déjà proposé plusieurs fois, mais ça ne m'intéresse pas dans le sens où pour moi c'est une profession libérale certes, mais paramédicale, et où donc du coup faire un site pour moi ça ressemble plus à faire de la pub, donc j'ai pas spécialement envie. Et à côté de ça, donc au niveau numéro de téléphone, c'est le 03 64 21 52 64, et j'ai également un numéro de portable 06 11 09 48 32 et une adresse mail. C'est que je dis à mes patients, voilà, si vous avez une question entre les deux rendez-vous, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me posant vos questions. Donc l'adresse elle est simple, hein, c'est hélène.ducaté@hotmail.fr. Et vous êtes installée depuis combien de temps? Alors je suis installée depuis le 4 janvier 2010. Ah oui. Oui. 6 Voilà. ans bientôt. 6 ans. 6 ans depuis 2 jours. 2 jours. Eh oui. Et ça s'arrose. Ça passe vite. Ça passe vite. Et donc, je suis installée... alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent justement où est ce cabinet. C'est anciennement le cabinet des dentistes. Alors, ça fait longtemps qu'ils sont partis, mais beaucoup de personnes se repèrent encore à ça. Et je suis installée avec mon papa qui est psychothérapeute. Il est justement derrière la porte. Donc vous poussez la porte, Voilà. vous tombez dessus. Et c'est en face de la pharmacie. En face de la pharmacie Saint-Éloi, en face de... En face des médecins, Des médecins. un groupe de médecins. Voilà, des groupes de médecins et infirmières aussi. Oui, infirmières aussi. Tout à fait. Je suis entourée par beaucoup de médicaux et paramédicaux. Vous n'êtes pas toute seule comme ça. Non, du tout. Est-ce qu'il y a des délais assez longs pour venir vous voir ou... Alors c'est très variable parce qu'en fait, ça dépend des périodes de l'année. Mais sinon, on est entre... ça va de 1 semaine à 1 mois d'attente en fonction des disponibilités de chacun. Parce que c'est vrai que bon, maintenant, il y a des personnes qui ont des horaires de travail un peu particuliers et qui travaillent à toute heure du jour et de la nuit d'ailleurs. Mais le créneau qui est le plus demandé, c'est la fin de journée. Donc les personnes disponibles en fin de journée, le temps d'attente va être plus long que quelqu'un qui peut venir en milieu de journée. Et vous travaillez du lundi au samedi ou lundi au vendredi? Alors, je travaille du lundi au vendredi, lundi matin, vendredi soir et un samedi matin par mois. Donc, le samedi matin est un créneau très demandé et donc là, on est sur 2 mois d'attente. En effet. Donc, pas de petit chocolat en attendant. Ah oui. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de marquer une petite pause musicale, bien sûr. On va rappeler le numéro de téléphone 03 44 75 3000. Si vous avez des questions, bien sûr, à poser. Et puis, musique. Merci, Nicolas. Eh ben, on va écouter, juste avant, on va voir le spot pour la maladie d'Alzheimer. Hein. C'est en ce moment que nous diffusons ce spot pour l'association France Alzheimer. Et ensuite, on écoutera Élodie Martelet, que nous avions reçue par l'insert téléphonique. C'était avec Alexandre. On va écouter 7. Alors, le titre, c'est 7 et ça vient de son premier album, L'Affectueuse. À tout de suite. Info santé, bien sûr, qui se termine, hein, une alimentation saine pour une santé saine. Alors, bien sûr, manger sain, bouger et faire du sport. Voilà, une belle petite assiette, pas trop pleine, une seule fois, et puis on mange très sainement. Alors, docteur Hélène, je s'appelle docteur, mais bon, oui, Hélène, bien sûr, l'alimentation, c'est ce qui vous préoccupe, bien sûr, c'est votre travail. Alors là, c'est vrai que on va parler. Oui, c'est toujours moi. Hein. Je fais une opération parce que j'ai besoin de maigrir. Avant de faire cette opération,
l'opération, je dois forcément faire une alimentation, on va dire une alimentation saine avant de me faire opérer. Mais je peux pas te faire opérer parce que tu viens de dire que tu étais enceinte. On va prendre quelqu'un d'autre, on va prendre Nicolas, on va l'avoir. Ce soir, j'ai Voilà. j'ai plein de choses. ce Nicolas soir. n'est pas enceinte, donc on va pouvoir le faire pour lui. Ah bon, d'accord. Très bien, merci. Donc je fais une opération parce que justement, j'ai beaucoup de poids et le dernier remède, c'est l'opération. Vous intervenez comment dans ce domaine-là? Alors en fait, il y a nécessité avant l'opération de au moins une consultation diététique puisque le chirurgien va demander l'accord un petit peu ou l'avis en tout cas d'un diététicien ou d'un nutritionniste. La plupart des hôpitaux maintenant demandent quand même à ce qu'il y ait un petit suivi avant l'opération, donc c'est-à-dire 3-4 mois, donc 3 ou 4 consultations pour voir si la personne est capable de suivre un mode alimentaire bien particulier. Donc moi, quand c'est comme ça, pour les préparer en fait à l'opération, déjà on part sur ce qu'on a pu voir ensemble depuis le début, un équilibre alimentaire, et petit à petit, plus on se rapproche de l'opération, plus on voit en fait l'alimentation qu'il va y avoir après l'opération. Donc juste après l'opération, il y a une différence au niveau des textures. Donc du coup, je leur propose de tester 2-3 petits plats pour trouver des plats qui leur conviennent bien avec des textures modifiées. Mais également, on voit comment ils peuvent s'en sortir pour avoir plus de repas dans la journée. Parce que la conséquence première d'une opération, c'est de diminuer le volume de l'estomac. Donc on va manger moins. Manger moins, oui, mais il faut quand même couvrir le plus possible les besoins, même si on va avoir des compléments en vitamines et minéraux, il faut quand même se rapprocher le plus possible des besoins. Et donc du coup, on va voir si on arrive à caler 6 repas par jour, parce qu'en fait, on va pouvoir manger l'équivalent de 200 millilitres, donc un petit mug en fait, pas plus. Et ça, c'est le point primordial, celui vraiment sur lequel j'insiste énormément avec mes patients. C'est-à-dire, voilà, on vous dit que il faut consommer 200 millilitres par repas, pas plus. Ça, c'est le volume à vie. Surtout bien comprendre ça. Les 200 millilitres, c'est pas juste après l'opération, c'est pas juste le temps de la perte de poids, c'est à vie. Parce que l'opération la plus courante actuellement, c'est ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie, donc le fait d'enlever les 2/3 de l'estomac. L'estomac, c'est un organe qui a la capacité de se développer au niveau volume, donc de diminuer aussi en volume, mais dans le cas présent, de se redévelopper. Et donc du coup, si on force le passage, parce que au tout début on pourra pas forcer le passage, ça va repartir, ça passera pas, c'est certain. Mais petit à petit, il y a la cuillère en plus qui vient, et cette cuillère, une fois qu'elle passe facilement, il y en a une autre qui va revenir, et donc tous les efforts qui ont été faits sont gâchés, et il y a une reprise de poids derrière. C'est pas parce qu'on se fait opérer qu'on fait que perdre les kilos. On peut très bien en reprendre aussi par la suite. L'équilibre alimentaire est vraiment, vraiment primordial, et cette idée de volume aussi. Après, dans l'idée d'équilibre alimentaire, c'est pas parce qu'on diminue les quantités qu'on peut manger n'importe quoi. Il faut avoir l'équilibre alimentaire. Les choses qui sont déconseillées quand on n'est pas opéré restent déconseillées même une fois opéré. On nous dit qu'il faut enlever de la tête le mot régime. Oui, c'est vrai, enlever le mot hypocalorique, surtout de la tête, mais il faut une alimentation équilibrée. Et moi, j'insiste énormément auprès de mes patients. Attention, 200 millilitres, c'est 200 millilitres à vie. Et donc, ça veut aussi dire que ça a un impact au niveau social. Dans le sens où, quand on va au restaurant, déjà, on demande un doggy bag, quoi, parce que on laisse les 3/4 de l'assiette. Donc, oui, mais après, moi, je préfère quelqu'un qui
3 ans après son opération, ressort avec un doggy bag du restaurant, plutôt que d'avoir fini son assiette. Parce que s'il a fini son assiette, c'est que son estomac s'est redilaté et que donc soit il y a déjà eu reprise de poids, soit il risque d'y avoir. Donc après, oui, c'est vrai qu'une opération, c'est doggy bag au restaurant, c'est pas forcément, c'est pas des conditions de vie très simples derrière. C'est vrai qu'il faut vraiment adapter sa vie à la taille de l'estomac, quoi. Mais sur n'importe quelle opération, parce que c'est vrai ce que vous dites, moi une fois que je me suis fait opérer, ça y est, je peux manger ce que je veux. Non. Alors, on a 3 opérations qui existent dans ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, donc la chirurgie de l'obésité. On va avoir l'anneau, celui qui est le plus connu en fait. L'anneau, c'est vrai qu'il va y avoir une diminution du volume, mais l'anneau peut être retiré par la suite. Ça, c'est vrai que c'est à voir avec le chirurgien au fur et à mesure de la perte de poids. On peut le desserrer pour par la suite, pourquoi pas l'enlever. Donc c'est une opération réversible. Les 2 autres opérations sont irréversibles. Si on coupe les 2 tiers de l'estomac, on peut pas les recoller après. C'est pas possible. Et de toute façon, le but c'est d'avoir à vie un volume vraiment réduit de l'estomac. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le bypass, où le bypass c'est normalement destiné aux personnes en très grosse obésité, parce que ça va entraîner une perte de poids encore plus importante. Et le bypass, en fait, c'est une dérivation. On va, pour faire assez simple, on va brancher un bout de l'intestin en haut de l'estomac au lieu qu'il soit branché en bas. Donc du coup, il y a plus de passage par l'estomac. Donc c'est une opération là qui est encore plus lourde, et c'est vrai que les consignes alimentaires, les consignes d'hygiène de vie sont vraiment très très importantes à suivre. Et c'est vrai que les personnes qui viennent, qui sont sûres de se faire opérer ou qui se sont déjà fait opérer, je vais les accompagner dans ce sens-là, il n'y a aucun souci. Une personne qui vient en me disant j'aimerais me faire opérer, avant de lui dire écoutez, allez voir le chirurgien pour vous renseigner, je vais lui dire attendez, on va regarder, on va voir ensemble ce qu'on peut faire, et si vraiment on s'en sort pas, là oui, pourquoi pas, allez vous renseigner auprès du chirurgien, mais on tente autrement d'abord. Alors, qui décide de mettre l'anneau ou de couper l'estomac en 2 ? Qui c'est qui décide ça ? Est-ce que c'est le patient ou est-ce que c'est le médecin ? Ah, c'est le chirurgien. C'est le chirurgien qui décide de l'opération en fonction de ce que le patient peut lui décrire dans son mode de vie, et également de ce qu'on appelle les facteurs, alors c'est pas très très beau comme mot, mais les facteurs de comorbidité, donc les problèmes de santé associés et qui accentuent les risques pour la santé, donc tels le diabète, le cholestérol, l'hypertension. En fonction de ça, en fonction du comportement alimentaire de la personne, de comment elle voit les choses, et en fonction du nombre de kilos à perdre, c'est le chirurgien et uniquement le chirurgien qui décide. D'accord. Alors là, c'est vrai que, comme vous dites, votre rôle est quand même important, parce que une fois qu'ils se sont fait opérer, le suivi après, c'est aussi manger sainement, mais c'est aussi de bouger. Ah oui, il y a le sport derrière, hein. Parce que, comme vous dites, on va pas dire ça y est, je peux continuer à manger parce que je me suis fait opérer. Là, d'où votre on va dire votre coup de bâton qui est là, qui fait non, mais je veux dire, je commence à vous comprendre. Là, c'est vrai que c'est quand même c'est sérieux, parce que c'est une opération qui fait que il faut que ça soit pas pris à la légère, hein. Il y a du avant, il y a pendant, il y a du après. Voilà, il y a du après. C'est vrai que le sport, bien sûr, est obligatoire à adapter en fonction de chacun, toujours. Hein. Mais c'est obligatoire. De toute façon, les chirurgiens les poussent aussi, et c'est une équipe pluridisciplinaire, hein, autour d'un patient qui se fait opérer, mais
tout le monde, de toute façon, insiste aussi sur le fait qu'il faut bouger. Il faut bouger pour réussir à perdre, pour réussir derrière à stabiliser, pour ne pas reprendre, pour aussi permettre que, parce qu'on va aussi passer par une opération esthétique après. Donc, oui, c'est vrai que la perte de poids est très très rapide. Donc principalement le ventre va tomber, au niveau des bras aussi. Vous dites rapide, combien de temps? On peut être sur le premier mois, on peut être sur 15 kilos. Ah oui. C'est vrai qu'on peut perdre vraiment très très rapidement, là où on va mettre 5 mois avec une alimentation équilibrée standard, on va en mettre 2 quoi, mais après c'est pas les mêmes conséquences derrière. Donc voilà. Mais le sport reste une priorité aussi, dans le sens où justement comme on perd rapidement, il faut limiter le plus possible la perte en masse musculaire. Parce que si on perd 15 kilos en 1 mois ou en 2 mois, il va pas y avoir que de la graisse qui va partir, ça c'est certain. Donc pour limiter le sport. Et là, vous intervenez aussi. Votre patient, vous le suivez jusqu'au bout. Alors moi, de toute façon, quel que soit le contexte, je pars, sauf à la rigueur sur un suivi de grossesse, mais quel que soit le contexte, mon idée de base, c'est une fois qu'on a commencé, on se voit à vie. Alors au début, ça va être tous les mois pour voir vraiment les résultats. Une fois qu'on est stable, on est à une fois tous les 6 mois ou à une fois par an. D'accord. Voilà. Je pense que c'était sur ça que vous vouliez un petit peu finir cette émission. Hein. C'est vrai que ça vous tenait à cœur. Et là, je vois que c'est vrai que quand on vous entend, c'est quand même du sérieux. Si on veut perdre du poids, c'est encore plus. Même tous les patients ont quand même, manger sainement, c'est ce que vous préconisez à tous vos patients. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça, ce point sur la chirurgie me tenait à cœur dans le sens où c'est quelque chose qui est très très à la mode. Beaucoup de personnes vont tout de suite penser chirurgie avant de se dire je vais essayer de faire un petit peu attention. Et ça a un impact sur la vie en règle générale. Et donc il faut essayer de faire autrement avant. Si c'est une obligation d'en passer par là, faites le suivi nécessaire. Alors avec moi certes, ou avec un collègue, mais aussi au niveau psychologique. Parce qu'on souhaite devenir mince, mais c'est pas forcément évident de s'accepter mince. Alors, la psychologie, vous dites, c'est dans votre tête alors? C'est ça. C'est ça. Oui, vraiment un travail aussi sur ce qui se passe dans la tête autour de tout ça, parce que c'est pas évident. On souhaite devenir mince, mais réussir à s'accepter, c'est autre chose. Le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. On va vous le laisser. Le mot de la fin, Hélène. Alors le mot de la fin, c'est vraiment réussir à se dire que manger, c'est manger pour vivre, et pour réussir à vivre sainement, il faut manger sainement, mais quand même se faire des petits plaisirs, sans problème. Je suis la première à suivre ce conseil. D'accord. Ben merci. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ludovic? Oui, moi j'ai trouvé cette émission très intéressante. On va manger ton chocolat. Voilà, on va pouvoir manger un chocolat maintenant, après tout ça. Et puis voilà, alors on va ouvrir la boîte, Edwige, mais on va pas manger la boîte. D'accord. C'est ça, pas tu as dit qu'on allait ouvrir la boîte, donc c'est une chose qu'on va faire. Docteur Vauduit, on se voit quand, nous? Alors, on se voit le mois prochain. Toujours le premier mercredi du mois. Ce sera le 3 février. Voilà, et ce sera une émission sur la cardiologie. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait sur la cardiologie. On revient sur la cardiologie. J'ai fait quelque chose de très simple. Hein. Ce sont les examens en cardiologie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait un cardiologue? Qu'est-ce qu'on fait maintenant comme examen pour la cardiologie? D'accord. Alors,
Au mois prochain. Dans un mois. Alors, moi, le mot de la fin, c'est manger sain, bouger, faire du sport et bien sûr manger du chocolat. Voilà. Bien noté. En plus, là, il est l'heure de passer à table. Là, il est 19h36. On est très bien, là. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci. Et puis donc, on va dire nos prochains rendez-vous quand même sur l'antenne de Radio Pisalène, puisque dès demain matin, ce sera Lévi qui sera à l'antenne à partir de 6h30 pour la matinale qui vous accompagne jusqu'à 9h. Ensuite, de 9h à 12h, ce sera Jérôme qui sera avec vous pour la grande matinée. C'est la rentrée de Jérôme après avoir pris 2 petites semaines de vacances. Et ben, il est de retour sur notre antenne de 9h à 12h. Et ensuite, il y aura Florian de 17h à 19h. Voilà le programme pour la journée de demain. Merci beaucoup. Et puis, on va se quitter avec notre tout dernier titre. Il s'agit de Keys avec Des habits et moi. Alors, c'est Des habits et moi. Pas déshabillez-moi en un mot. Hein. Que je vois Ludo, il fait ça. Non, c'est Des habits et moi. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, très bonne soirée sur l'antenne de Radio Pisalène. Au revoir. Au revoir.